Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Aujourd'hui, je reçois Meriem Berada, que je connais depuis bien longtemps, car nos projets respectifs s'entrecroisent et se soutiennent depuis plus de 8 ans dans le champ de l'art contemporain au Maroc et en Afrique. Depuis 2012, Meriem Berada conçoit et met en œuvre les projets artistiques de la Fondation Alliance et elle dirige également les éditions de la Fondation. Avec Othman Lazrak, que je recevrai bientôt pour me parler davantage de la collection de sa famille et du musée Makal, Meriem a créé la Chambre Claire, qui est un concours de soutien à la photo africaine émergente, concours que nous avons largement relayé dans les pages de Diptyque. Et en 2014, elle pilote le programme Passerelle, qui sont des ateliers de sensibilisation à la création contemporaine dans des zones périurbaines. En 2016, elle développe à Marrakech le musée d'art contemporain africain El Maaden, qu'on connaît mieux sous le nom de Makal, dont elle assure aujourd'hui la direction artistique. L'an dernier, avec son équipe, Meriem a lancé le Makal Bootcamp, une formation destinée aux jeunes professionnels des arts visuels en Afrique. J'ai eu le grand plaisir d'animer une session de ce programme qui vise à renforcer les compétences de cette jeune génération qui va faire l'art contemporain africain de demain. Forte d'un réseau qui ne cesse de grandir et pour illustrer le mécénat de cette fondation, Meriem Berada a piloté en 2017 une levée de fonds pour la résidence de l'association Nimidity Temporary Art Projects qui a réuni 3 générations d'artistes marocains. Enfin, et je vous promets que si je recevais Meriem l'an prochain, ce CV aurait déjà doublé, Meriem a fait partie de 2015 à 2019 du comité d'évaluation du fonds Roberto Simeta en qualité d'experte en art visuel. Meriem Berada, bonjour et merci de faire partie de cet épisode du podcast. Merci à toi. Alors Meriem, donc nous enregistrons ce podcast donc en début du mois de juin, en pleine crise du Covid. Donc évidemment, je vais te poser une question liée à l'actualité. Donc au moment où la crise s'est déclarée, donc à la mi-mars, vous veniez de vivre un temps fort du Makal avec l'expo Have You Seen a Horizon Lately en marge de la 154 en février. J'aimerais que tu nous racontes comment on passe au Makal, à Marrakech, de l'activité frénétique en présence réelle avec un public massif, d'une exposition visitée massivement, tout à coup à une fermeture des lieux culturels et une bascule vers l'activité virtuelle. Alors, bonjour Meriem, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, ces derniers mois n'ont été faciles pour personne, je pense, même s'ils ont permis de prendre un temps d'arrêt pour observer et mieux comprendre ce qui se passait autour de nous. Alors oui, c'était frustrant de fermer une exposition qui a nécessité un important investissement, pas uniquement financier évidemment, mais surtout humain et en termes d'énergie. Mais je dirais que je suis plus de ceux qui apprécient davantage le processus que le résultat. En même temps, cette exposition, c'était assez particulier. D'ailleurs, Diptyque le titrait de manière très pertinente. Est-ce qu'elle n'était pas finalement assez prémonitoire? Parce qu'elle permettait d'explorer des situations d'oppression à travers le travail d'Amina Ibn Bouchta ou de Maxwell Alexandre, aussi sur la répartition inégale des richesses, du pouvoir, de la colonisation des territoires avec Felipe Arturo ou Kilouangi Kiaenda. Et finalement, avec toutes ces questions cruciales, on a réussi à faire vivre et continuer à faire vivre l'expo à travers, comme la plupart des opérateurs l'ont fait, donc de développer un programme de talk et aujourd'hui une visite guidée immersive par la commissaire de l'exposition Marianne Yemsi. Donc, effectivement, passer de cette frénésie à une accalmie totale, en tout cas physique, de continuer à voir cette expo sans les principales concernées qui pour moi sont les publics, c'est pas évident, mais je pense que ça nous a permis aussi de se poser des questions et ça c'est un peu notre spécialité au Makal. Alors justement, tu évoques la visite virtuelle qu'on partagera d'ailleurs dans les liens du podcast. On partagera donc des images de l'expo et le lien vers la visite virtuelle.
Est-ce que tu peux nous dire, justement, un peu, tout le monde se pose un petit peu cette question, quelle est la réception en termes de public? Est-ce que vous avez une capacité de quantifier les visites virtuelles du musée? Alors oui, on est assez content. Bah, sur les premiers temps, c'était compliqué parce qu'on trouvait pas nos marques. Moi, je dois dire que je ne maîtrisais pas du tout les modalités, en tout cas de la présence online. Finalement, comme chaque support, ça nous permet d'explorer une nouvelle opportunité, une nouvelle plateforme, un nouveau médium et donc de nouvelles possibilités. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de reconfigurer le contenu pour que ça puisse fonctionner. Donc, aujourd'hui, on a des résultats assez intéressants en termes de, bon, je ne peux pas dire vraiment à quel point on va dire, concluant en termes d'audimat, mais en tout cas, c'est en constante évolution. On arrive à mieux cibler, à diversifier aussi les contenus parce que sur les premiers temps, on était sur des webinaires, des takeovers sur le compte Instagram qui étaient en lien direct avec l'exposition, justement pour la faire vivre le plus possible. Et là, on rentre dans une phase où on s'intéresse vraiment aux différents métiers de la production artistique. Pour moi, c'est très important parce que pour permettre aux différents publics et notamment les moins avertis de comprendre le musée, enfin, de l'appréhender, il faut d'abord le comprendre. Et donc, tout ce cycle vise à expliquer, expliciter pour nos publics quelles sont les différentes dimensions de la production artistique. Donc là, on ouvre sur un cycle médiation avec un talk en français, un talk en anglais. Ça aussi, c'est une dimension importante parce que les langues permettent de toucher différents publics. Et c'est déterminant en tout cas dans l'expérience qu'on relate. Et peut-être que enfin, je pense aussi que on n'arrive pas, on démarre pas de zéro, puisque ces dernières années nous ont permis aussi de travailler sur notre réseau, qui est aujourd'hui assez intéressant, puisque bon, bien sûr il est local, continental, et je dirais même qu'il est beaucoup plus fort d'un point de vue continental et international que local. Oui. Euh, et donc tout ce travail mené en amont finalement nous a permis aujourd'hui de pouvoir le renforcer sur du online et de pouvoir profiter de ces réseaux, de mieux les appréhender, De les de faire mieux vivre, répondre à leurs bien sûr. voilà, à leurs besoins finalement. Donc ça, c'est plutôt un gain que je pense que si on n'avait pas eu cette période de confinement, on n'aurait peut-être pas eu l'énergie, le temps et les ressources pour le Bien faire. sûr. Parce qu'on est mobilisé sur une programmation intensive et pardon, je vais juste du coup couper le son. Donc voilà, on est plutôt pris par une programmation intensive qui nous mobilise, bien sûr, et qui ne nous permet pas forcément d'activer ce qu'on a pu activer pendant cette période. Alors, on va rembobiner un petit peu le film Macal, la success story, parce que moi je considère que c'est une success story. Et on va retourner, si tu veux bien, Myriam, en 2016. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs comment on démarre un projet de musée dans une ville comme Marrakech. Je crois que tout le monde, évidemment, quelqu'un qui s'apprête à monter un musée à Marrakech a en tête la success story du Jardin Majorel, qui repose principalement sur le mythe de deux personnes connues, Saint-Laurent-Berger. Donc c'est aujourd'hui un lieu qui a son public et qui voit son public grandir progressivement d'année en année. Comment est-ce qu'on démarre un projet de musée dans une ville comme Marrakech? Est-ce que tu peux nous parler de la fondation, du lieu qui a finalement servi, qui a abrité le musée qui initialement, je crois, n'était pas destiné à être un musée, et finalement, comment vous avez décidé, un moment, en 2016, avec la famille Lazrac, avec Othman à la tête de ce projet, de lancer le musée. Et ensuite, on parlera justement de comment vous avez ensuite inventé son public. Donc, moi, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est d'abord le projet d'un collectionneur. Donc, Alami Lazrak, qui est collectionneur depuis un certain nombre d'années et qui voulait mettre à disposition cette collection. Donc ça, c'est pour moi un point qui est important, d'autant plus que Monsieur Lazrak est visionnaire puisqu'il voyait déjà à ce moment-là et bien avant 2016 Marrakech comme une véritable destination culturelle.
Donc effectivement, nous, on s'est appuyé sur l'existant où on a réalisé même des études terrain pour comprendre la fréquentation des sites culturels sur Marrakech, avec bien sûr comme cas d'école parfait le musée Majorel. À l'époque, musée Berbère et enfin jardin Majorel d'abord parce que musée La Saint-Laurent n'existait pas quand on a fait cette étude. Et très vite, bon, c'est important d'avoir de la donnée, je pense qu'on reviendra là-dessus, mais c'était important de comprendre comment se comportait en fait comment se faisait la consommation du bien culturel à Marrakech, donc essentiellement touristique, mais comprendre aussi l'impact ou en tout cas la fréquentation locale. Donc ça, c'était un premier point. Maintenant, en termes d'approche, je pense que l'expérience de la fondation a été déterminante pour construire ce musée. Donc, même si la fondation est basée à Casablanca, on a développé en 2013 un programme qui s'appelle Passerelle, dont tu as parlé, et qui visait à sensibiliser les différents publics, et en particulier jeunes publics en zone périurbaine, aux arts visuels. Donc de manière, on va dire, plutôt organique, puisqu'on allait sur le terrain, rencontrer les parties prenantes, les potentiels intéressés, aidés par les animateurs sociaux qui faisaient partie d'un autre des programmes de la Fondation Alliance Morafiq, ou accompagnateur social, et qui nous ont aidés à construire des ateliers, on va dire, ad hoc pour pour ces populations, pour ces types de publics. Et ça a été, je dois dire, une période de testing très enrichissante et qui nous a permis de faire nos armes pour la suite, pour le musée. Donc ensuite, pour construire vraiment le modèle, et j'utiliserai plus la terminologie approche plutôt que modèle, même si j'avais bien sûr une feuille de route en tête en rédigeant projet scientifique et culturel, mais je dirais même que l'approche, en fait, s'est construite au fur et à mesure en vivant le musée au quotidien. Moi, je suis intéressée par l'approche qui vous a guidé, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le projet Macal, c'est il s'est constitué, en fait, il a grandi en répondant aussi aux attentes de son public. Il s'est mis très vite en conversation, en fait, un écosystème. C'est intéressant parce que c'est l'écosystème qui a créé le Macal, si je peux dire. Parce que moi, j'ai fait partie de cet écosystème et donc j'ai vu le Macal se mettre à répondre aux attentes d'un écosystème. Donc j'ai vraiment à cœur de faire comprendre à nos auditeurs, de ton point de vue, comment vous vous êtes mis justement à l'écoute de cet écosystème. Merci, parce que c'est vraiment ça. En fait, l'attitude, ça a été une attitude d'écoute surtout, de tester, de se questionner beaucoup. Et bien sûr, il y a eu des initiatives à travers le continent qui ont été très inspirantes sur l'approche des publics en particulier. Et Oui, je si pense tu à peux des l'aider. initiatives Ouais. comme la Fondation Zinsou, Ouais. comme Darb monté par Moïse Nasr, donc vraiment sur tous les horizons et moi en tout cas, m'ont permis de réfléchir sur ce que je souhaitais de ce musée. Et encore une fois, il fallait qu'il soit à l'image de ce que la famille Lazrac a souhaité, c'est-à-dire mettre à disposition cette passion, cette création dont ils ont été témoins, à disposition du grand public. Donc, dans tout l'équipement, je pense et j'espère en tout cas qu'on on a réussi à retranscrire cet esprit, y compris dans la programmation et dans chaque détail. Ouais. Donc, en termes de Ouais. programmation, sur les premiers temps, par exemple, il y a eu une exposition qui s'appelait Et moi, autobiographie d'une collection, où la collection prenait la parole pour se raconter, dire comment elle est née, comment elle a été, enfin, de quelles influences elle a bénéficié, comment des œuvres ont cohabité. Donc, c'était une manière un peu ludique, finalement, de mettre cette collection, pardon, à disposition du public Ouais. et de la démystifier. Oui, On alors va le là, tu retrouver. dis un mot très important, démystifier. C'est là-dessus aussi que je voudrais revenir. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est que l'urgence de faire était plus importante. Si tu veux, il y avait une urgence pour la famille et pour ce projet d'exister, alors que finalement, on voit très souvent des lieux grandiloquents être construits avec derrière pas de projet. Là, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Le projet est allé plus rapidement que le lieu. Donc, Tout à fait. d'où ce D'ailleurs, on n'a musée. finalement pas attendu le lieu. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Voilà. Donc, c'est ça. Après, on a aussi la chance d'avoir un architecte aussi dans l'équipe de pilotage. Donc, Oui, Otmar Lazarak, qui est architecte de formation.
nous a mis à disposition un bâtiment, un super bâtiment, mais qui se prêtait pas du tout à un projet muséographique. Et finalement, on s'est aussi aidé des services de Jean-François Baudin pour créer un véritable équipement muséal. Et aujourd'hui, on est vraiment ravis parce on reçoit différents publics qui ne croient, pardon, qui peinent à croire que Que le c'était pas lieu conçu pour n'était pas être un musée. absolument. Voilà. Donc, est-ce que Donc, tu peux dérouler pour nous peut-être les grands temps forts depuis la création du musée, les grandes expositions et comment elles ont fait grandir ce projet muséal et et son projet scientifique? bien sûr, mais si tu permets, je continue Oui. juste sur en fait comment l'approche se construit, parce Mhm. qu'il y a la question de la programmation effectivement, mais il y a aussi la question en fait de enfin, justement travailler sur l'habitude de consommation culturelle. Donc on est un musée, bien sûr, donc notre vocation première c'est ce programme d'exposition, mais en parallèle, on a monté une programmation culturelle, donc plus un public programme plutôt chez les anglophones, et événementielle qui permettent à des publics qui sont pas du tout intéressés par l'art contemporain d'aborder et d'avoir une première entrée au musée. Ça, pour moi, ça a été très important parce que accueillir une jam session ou bien sûr complètement gratuitement et convier différentes personnes à venir prendre un instrument, chanter, à aussi assister à des performances, bien sûr dans une logique de gratuité, ça a été un pari parce qu'on se disait que peut-être pour une fois, ces publics viendraient pour un concert, pour un couscous, pour une initiative, un premier atelier. Je pense particulièrement aux enfants. Pour la deuxième fois, peut-être ils viendraient pour une autre occasion, et peut-être que la troisième sera l'occasion de venir voir l'exposition à proprement parler. Ouais. Donc, c'est vraiment travailler sur ça en étant bien sûr inclusif, et ça j'entends vraiment de manière large et donc dans chaque détail. Encore une fois, il s'agit de démystifier le rapport à la création. Des initiatives comme le Couscous and Art, donc peut-être je vais dire un mot là-dessus. En fait, non seulement, alors le Couscous and Art, ça a lieu une fois par mois au Macal. On invite différentes communautés. Donc quand je dis communauté, c'est vraiment des groupes, des associations avec lesquelles on travaille. Donc des gens qui formulent la demande ou qu'on cible et qu'on invite, ou des gens avec qui on a travaillé auparavant. Donc ça peut être des artisans, le groupe des femmes de la Médina, un atelier de perlage, une coopérative de femmes célibataires qui propose aujourd'hui un service traiteur. Donc tout ça, enfin on les invite, mais justement pour ne pas rester dans une logique de stigmatisation, on va inviter différents acteurs, des artistes de passage à Marrakech, des opérateurs culturels, de mixer un peu tout ce monde qui est plus ou moins proche de la chaîne de production artistique pour parler d'art de manière complètement informelle. Donc on fait une visite et on invite à un échange, donc qui peut démarrer par quelle est ton expérience avec l'art. Donc ça peut être c'est vraiment un point d'entrée. Et en fait, tout ça pour dire que en réalité, ça permet non seulement de faire rencontrer différents publics, mais aussi de de, de, de faire rentrer le couscous dans le musée. Oui, Donc, c'est important, ça. qui est en fait symboliquement très important parce que d'une part, c'est le plat qu'on partage tous les vendredis, quel que soit notre horizon social. Donc, c'est un symbole très fort et je pense que c'est un des rares qui puisse lier toute la population marocaine et qui est synonyme bien sûr de convivialité, mais surtout de partage. Et donc, c'est encore une fois, on offre la repartage. Ensuite, c'est à travers euh, différents, on va dire, fonctions. Donc, par exemple, le Macal Shop, on va aussi continuer de travailler avec les personnes qui sont venues à nous et de tisser ce réseau. Il y a aussi le choix des prestataires qui, pour moi, est déterminant. Donc, je vais privilégier travailler avec des jeunes photographes, caméramans, graphistes, des manutentionnaires pour l'accrochage, qu'on va se laisser la liberté aussi de pouvoir accompagner. Donc, ça demande par contre beaucoup de patience, d'énergie. Mais en même temps, on se dit que dans le système, l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui, qui ne permet pas de se former et d'évoluer en tout cas,
je me dis que c'est une forme de petite résidence aussi pour chacun. Donc voilà. Et voilà, c'est tout l'effet des synergies aussi en général. Donc on va utiliser l'équipement résidence, le bootcamp, le Macal Lab, le Macal Shop, et pour pouvoir piocher dans toutes ces possibilités et pouvoir créer de réelles opportunités pour chacun. Est-ce que tu Donc as en fait, l'impression qu'avec avec cette méthode qui consiste finalement à upgrader aussi toute une offre de prestations qui sont peut-être pas des prestations de services classiques au Maroc, est-ce que tu as l'impression d'avoir fabriqué un petit écosystème de prestataires pour un musée? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir finalement, de leur avoir permis de se former à des métiers? Est-ce que vous avez par exemple un réseau de gens qui accrochent, qui sont capables de faire voilà de la communication digitale autour des projets, des médiateurs, enfin tout ce qu'on estime devoir entrer dans l'écosystème de travail d'un musée. oui, je pense que oui, mais d'un point de vue, en tout cas, bah, qualitativement oui, quantitativement, je dirais pas assez. Parce qu'on le fait à notre niveau et encore une fois, on essaie de faire un maximum de choses. Mais moi, je tiens vraiment à la qualité et à l'importance en fait de privilégier aussi le lien humain. Donc, je préfère passer plus de temps avec une personne et prendre le temps parce que d'évoluer ensemble finalement parce que j'aime aussi prendre des prestataires extérieurs qui vont avoir un recul et un regard différent. Donc, je pense qu'à ce stade, on a construit ce réseau, mais je pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'acteurs si on veut être plus pertinent. Bien sûr. Alors sur la question du public, tu nous as parlé de votre méthode pour fabriquer aussi une audience qui n'est peut-être pas l'audience naturelle d'un musée au Maroc, en allant donc chercher dans des registres géographiques et sociaux les plus larges possibles. Comment vous avez construit votre écosystème africain, plus spécifiquement? Comment vous vous y êtes pris? Est-ce qu'aujourd'hui Macal est identifié à sa juste mesure dans l'écosystème d'art contemporain africain? Alors à sa juste mesure, je peux pas vraiment répondre à la question, mais ce qui est certain, c'est qu'il suffit de voyager sur le continent pour voir à quel point le Macal est reconnu. Et Oui. ça, c'est vraiment, vraiment gratifiant parce que en réalité, il est plus connu sur le continent. Et ça, je pense que ça, c'est lié à un phénomène je pense que c'est une forme de fierté C'est qu'un pareil pour tel Diptyque, équipement hein, c'est existe. la même chose. Comment? C'est pareil pour le magazine Diptyque. C'est le même problème. Non, mais c'est certain, mais après, moi, je pense que ça dit beaucoup, même en termes de communication. Alors, au départ, ça a été vraiment une approche, on va dire, individuelle, où on privilégiait, bien sûr, il fallait identifier les acteurs, et à travers aussi nos voyages, les foires, la Biennale de Dakar qui a été et qui est toujours déterminante pour faire de belles rencontres. Donc ça a été très progressif et on a démarré quand même en 2012. Donc aujourd'hui, grâce à l'accélérateur Instagram, parce qu'il faut pas se leurrer, ça a été quand même une, un tremplin exceptionnel Ouais. et notamment sur les jeunes publics et puis toutes les fondations, les commissaires. Donc l'attrait pour l'art africain et pas uniquement le marché, finalement, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent à nous aujourd'hui. Donc, ça a été un long process au départ et aujourd'hui, je dirais que ça va tout seul. Alors justement, comment est-ce que vous travaillez sur sur la programmation, sur les expositions, les grandes expos? Vous avez fait travailler donc des commissaires reconnus. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir, alors on parlera du bootcamp peut-être juste après, est-ce que vous avez l'impression d'avoir peut-être amené à vous une jeune génération de curateurs, commissaires d'expo, qui pourraient justement faire vivre la collection Lazrac et évidemment parce que ces expositions, il y a toujours des éléments de la collection, mais il y a aussi des œuvres qui arrivent d'ailleurs. Est-ce que vous arrivez à faire venir à vous des jeunes commissaires qui ont un projet personnel fort? Oui, alors on est sollicité, bien sûr, on invite, mais on est aussi très sollicité. Et les commissaires qu'on choisit, je pense que c'est aussi beaucoup lié à l'existence, à l'âge du musée. Si au départ c'était important pour nous de circonscrire en tout cas et de légitimer l'action du musée autour du continent, Mhm.
On a donné par exemple de la visibilité et on a invité African Visu, donc cette plateforme qui a fait un travail exceptionnel sur la photographie sur le continent. Et ça, c'était important pour nous, où le titre lui-même de cette expo était Africa is no island. Oui. Donc, c'était aussi pour faire polémique et questionner sur la question sur la notion et la conception du continent. Aujourd'hui, par exemple, en 2020, on est sur une expo qui invite différents artistes internationaux, donc pas uniquement des artistes africains, parce qu'aujourd'hui, pour nous, il est temps de poser la question étant obligé de garder ce label africain? Est-ce que finalement on ne finit pas par s'auto-stigmatiser? Donc on reste évidemment une plateforme, un espace de visibilité privilégié pour la scène contemporaine africaine, c'est important, mais pas que. Alors justement, quelles sont les grandes questions que vous souhaitez adresser dans vos expositions? En préambule à cet épisode, tu évoquais donc la dernière expo, celle de février en marge de la 154, donc, qui est une expo internationale, hein, comme tu viens de le dire. Quels sont les grands sujets que vous adressez à travers ce musée? Et finalement, quels seront, après la crise qu'on vient de vivre, les sujets que vous aurez à cœur d'adresser au public? Alors pour l'instant, la question de la crise ne fait pas partie de notre programmation. Oui. Sur ce qui était prévu pour les mois à venir, évidemment tout est plutôt en stand-by parce qu'on est obligé de tout revoir d'un point de vue budgétaire, mais de faisabilité purement logistique, parce que il faut refaire partir des œuvres, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas du tout aisé, que à chaque exposition c'est toujours le gros souci, le principal écueil qu'on a d'un point de vue douanier, paiement, compréhension même de l'enjeu. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas forcément de visibilité là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que on aimerait, même si les 2 dernières années ont permis vraiment de réaliser un shift important dans la collection, dans le fait de collectionner, c'est de privilégier les productions d'œuvres, parce qu'on est dans un écosystème où malheureusement on n'a pas pléthore de centres d'art ou de mécènes qui sont prêts à financer des productions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a privilégié et que je trouve que les mécènes de ce musée aient accepté de moins posséder et de plus produire est quelque chose quand même un signal assez fort. Oui. Ensuite, il y a quand même cette collection qui est très intéressante et je pense qu'il faut aussi mener un peu plus de recherche dessus. Donc pour moi, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment comment peut-on vraiment construire du sens si on n'a pas, je dirais pas qu'on n'a pas d'écrit préalable, mais il y a un vrai travail de recherche. Donc peut-être plus privilégier des expositions qui sont en lien direct avec la collection et donc d'inviter justement des curateurs à réfléchir, sachant qu'il y a encore beaucoup à faire sur bien sûr l'art moderne au Maroc. Il y a encore, je pense, des expos monographiques qui devraient se faire et qui se font pas encore. Sur le continent aussi, de consacrer des artistes qui sont malheureusement pas encore connus. Donc il y a encore du chemin, je pense. Beaucoup. Bah, écoute, justement, ce que tu viens de dire, évidemment, je repense à la très belle exposition que vous avez accueillie l'hiver dernier, une très belle expo qui a démarré à Londres, à Mosaic Room, une belle expo sur Mlehi, curatée par Morad Montazami. Est-ce que j'aimerais avoir ton point de vue et ensuite on finira aussi sur la chambre claire parce que j'aimerais qu'on finisse sur la photo, la jeune photo émergente. Mais là, pour parler plus précisément du Maroc, et peut-être l'étendre aussi un peu au continent puisque tu organises le bootcamp. J'aimerais avoir ton avis, Mariam, sur l'avenir aussi du petit public curatorial qu'on attend, qu'on appelle de nos voeux. Moi, je le recherche dans les pages du magazine. Je cherche ces personnes qui écrivent, qui pensent, qui sont capables d'articuler tout ce qu'on voit pendant tout un an, des expos, des biennales, des foires et articuler de la pensée autour de ce qui se passe en Afrique. Est-ce que tu vois émerger une génération de gens qui écrivent, quelle que soit la langue, hein, la langue n'est pas un problème. Je pense que des personnes comme Omar Berrada ne me contrediraient pas là-dessus. C'est important de savoir si au moins il y a une génération qui arrive, qui a envie d'écrire, des nouveaux Simon Djamil, des gens qui sont prolixes, qui écrivent et qui sont capables de produire de la pensée sur notre sol africain
pour pouvoir être les commissaires d'expo de demain, les auteurs, les créateurs de magazines, de revues, je sais pas moi, littéraires, artistiques. Moi, je cherche ce public. J'aimerais savoir si toi, tu le rencontres. Ah, moi, j'en suis convaincue. Je pense qu'il y a une vraie, il y a de vrais talents et à travers la programmation du musée, en tout cas, moi, j'ai l'occasion d'échanger avec des personnes brillantes. Maintenant, il faut pas oublier que ce qui rémunère le plus aujourd'hui, ce sont les expositions. Donc, on se dirige plus vers le commissariat. Mais en réalité, l'expérience avec Mourad Montazami et l'équipe de Zaman Books a aussi, pour moi, c'était aussi important de développer, en fait, de donner un espace à cette exposition parce qu'elle a quand même été montée à Londres d'abord, ce qui symboliquement était quand même fort pour moi. Avant qu'elle aille à Dubaï, c'était quand même important qu'elle soit au Maroc. Bien sûr. Et je parle de l'expérience de New Waves parce que ça a été déterminant, surtout sur la réception marocaine, locale pour le coup. Parce que Mlihi avait déjà fait l'objet de plusieurs expositions, certainement, mais là, il y avait une dimension prépondérante qui était les archives. Alors on a connu, en plus le travail de Zaman Books a été exceptionnel puisqu'ils ont vraiment sorti des archives incroyables et là on a eu vraiment des publics en salle qui passaient du temps, qui lisaient, qui questionnaient, qui se disaient mais jamais j'aurais pensé que Mlihi avait fait ça, qu'il avait été photographe, qu'il avait été activiste, Il écoutait designer du jazz. graphique. Oui, et ça, c'est formidable parce que Ouais. on parle d'appropriation, mais c'est que comme ça qu'on peut vraiment faire un écho à ce mouvement qui s'est passé C'est dans ça les que années j'appelle 60 au l'écriture. Maroc. Voilà, c'est ça que Voilà. j'appelle Et ça, l'écriture. c'est cette possibilité. Je pense que voilà, il suffit d'être en salle au musée et d'accueillir parce qu'en plus, on est interpellé par des visiteurs. Moi, quand je suis au musée, je circule parce que ça me passionne de voir comment chacun réagit et puis c'est aussi fascinant de pouvoir offrir au public en fait quelque chose qui pour moi lui appartient. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, là, en l'occurrence, cette expo de Mlehi, elle a eu un retentissement extraordinaire parce que elle intervient dans des décennies historiques après la grande expo de Jamal Fna à Marrakech. Tout le monde sait que ça s'est passé, mais finalement, rien n'a vraiment été écrit là-dessus pendant un demi-siècle. Donc là, En c'est fait, une... je pense que c'est ça le problème en réalité, c'est qu'il y a des écrivains. Quand on voit une revue comme Souffle, comme Maghreb Art, comme il y a quand même, on a un fond, mais pour qui? En fait, moi, après avoir monté cette expo où finalement j'ai participé activement à la production, ce qui m'a beaucoup frustrée, c'est que je me dis, il s'est passé tout ça et on Ouais. est vraiment rentré dans le détail, mais qu'est-ce qu'on en a gardé? Et ça, c'est une vraie question que je me pose. L'impact, c'est une question que je me pose en général. Et aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire aussi de s'outiller pour pouvoir mesurer ces impacts. Et aujourd'hui, on peut le faire de manière quasi concomitante parce que tout est à faire. Donc, une expo comme New Waves, finalement, c'est et l'occasion de montrer quelque chose de picturalement abouti, célébré dans le monde entier, mais aussi de dire, mais c'est aussi ça, c'est la réflexion autour de l'architecture, du bijou, de l'objet, Du de tapis. parler de cette Ouais. histoire. Et ça, c'est fascinant. Et puis, on le voit à travers les réactions du public. Malheureusement, c'est des réactions qui sont encore une fois interpersonnelles et qu'aujourd'hui, on est incapable de mesurer. Si on se fie aux chiffres de visite au Macal, honnêtement, c'est même pas une donnée pertinente parce que on est aussi dans une localité particulière où ça paraîtrait même trop peu par rapport à des grands musées à l'international. Mais pour nous, je pense que l'impact qualitatif est intéressant. Oui, Mais encore une fois, moi, j'ai aucune capacité à le mesurer aujourd'hui. ouais. Et Bah, pour écoute, continuer et avoir une vision, je pense qu'on a besoin aussi de ce recul. alors pour terminer, j'aimerais bien qu'on évoque la Chambre claire, qui est un très beau programme qu'on a bien suivi à Diptyque, un programme de suivi et de valorisation de la photo émergente. J'aimerais que tu me dises si, bon, si finalement ce programme va se poursuivre et surtout si tu as été un petit peu attentive justement pendant ces quelques mois à
à des excroissances, à une espèce d'agitation moléculaire un peu du côté de la jeune scène photo, puisque en période évidemment où tout le monde est enfermé, où il n'y a pas d'expo, c'est la photo, on va dire l'image 2.0 qui finalement qui devient la norme et qui anime les réseaux. Est-ce que tu as vu pointer des choses? Est-ce que ça t'a finalement donné envie de poursuivre ce programme? Alors ce programme, on va dire le premier bébé de la fondation et on y tient particulièrement avec Otman Lazrak parce que ça a été, je dirais, un programme fondateur dans la vie de la Fondation Alliance parce qu'il nous a permis aussi de d'atteindre des publics et répondre à un besoin. Maintenant, la réalité, c'est qu'en 2013, la question de l'exposition personnelle était une fin en soi. Aujourd'hui, dans l'écosystème actuel, proposer comme prix de concours d'avoir une exposition solo avec la résidence, bien sûr qu'on connaît, la mise en contact avec les professionnels, etc. C'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, la scène a évolué. 7 ans après, on a effectivement, et tu le dis très bien, on a une véritable effervescence, beaucoup de photographes en plus qui sont vraiment talentueux. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus au stade de l'accompagnement, la nécessité de professionnalisation et bien sûr de mise en réseau, de comment lever des fonds, comment accéder à des fonds. Donc finalement, le paradigme a changé. Oui, Et c'est pour ça que la Chambre claire doit changer. oui, je suis tout à fait Aujourd'hui, d'accord. voilà. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que pour nous, en tout cas, parce que l'essentiel de notre activité est le MACAL aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons. Et la Chambre claire, je pense que si elle peut être pertinente, elle doit être pertinente, devrait se greffer à d'autres initiatives qui sont structurantes. Donc, de plutôt évaluer la qualité, la pertinence sur le territoire, la capacité à mettre en réseau, toutes ces prérequis, en tout cas pour faire un programme de qualité, et de doter comme on le fait par exemple avec le prix Face à la mer, où en fait c'est la Fondation Alliance qui finance le cash price du lauréat des rencontres photographiques de Tanger, Oui. typiquement. Et ensuite, voilà, de plus, moi en tout cas, comment je le vois et ce qui me tient le plus à cœur, nous qui avons en tout cas bénéficié d'années où ce marché, tout ce monde-là s'est développé chez nous, de pouvoir faire bénéficier en tout cas de transmettre notre expérience et de faire gagner du temps, comme on le fait aussi avec le bootcamp, à ces jeunes, à ces photographes, à ces opérateurs culturels, pour qu'ils soient mieux outillés pour Ouais. développer une vision, pour concrétiser une démarche, pour aller chercher de l'information. Et aujourd'hui, moi, je le vois, les personnes les plus pas motivées, mais en tout cas travailleuses, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que oui, on a une scène fantastique, on a des possibilités, on a la chance d'avoir des mécènes parce que on n'est pas dans un contexte où on reçoit des subventions, où on a un cadre fiscal favorable pour se développer et pour avoir des fonds. Donc, dans j'admire et je trouve ça formidable que des jeunes et des photographes s'accrochent et je pense à un Mohamed Kilito, un Yorias qui en fait sont complètement dans une démarche de construction de sens où ils vont aller chercher, postuler à différents programmes, à des résidences, qui sont vraiment dans une dynamique de, de construction, de réflexion, de recherche. Et ça, je pense que c'est déterminant. Ouais, il faut modéliser ces parcours en fait, parce que je pense que beaucoup, enfin la jeune scène marocaine, que ce soit en photo ou en art contemporain, enfin en art plastique, ils ont en fait une difficulté à modéliser ce que peut être une carrière dans l'art en fait. Donc ça veut dire sortir de l'école, avoir un projet, répondre aux appels à projets, postuler, candidater dans les biennales, dans les Exactement. rencontres de Bamako. Ça veut dire qu'il faut avoir des veilles, il faut avoir les bonnes pages chargées sur son ordinateur, il faut avoir une bio prête, un portfolio prêt. Et c'est vrai que c'est tout ça qui est compliqué et qui est Et à qui est structurer. nécessaire. Ouais. Honnêtement, bon, ça permet aussi je dirais, parce qu'aujourd'hui quand même la scène est riche, mais elle est quand même, euh,
il y a peu de profils et de démarches qui se démarquent. Ouais. Donc ça permettrait aussi de rediriger et d'écrémer entre guillemets ceux qui sont vraiment dans cette ambition-là et ceux qui le font aussi pour une question plus de loisir ou esthétisante ou c'est pas pour juger, mais en tout cas c'est très important parce qu'on est dans un monde, on a la chance quand même de pouvoir bénéficier de financement extérieur. Je parle en particulier des artistes. Il y a de plus en plus de résidences qui se créent, même à travers le continent, de bourses, d'occasions de professionnalisation, mais c'est nécessaire et c'est encore en deçà de ce que les photographes ont besoin. Oui. Eh ben, écoute, Myriam Berrada, Est-ce merci qu'on peut beaucoup. finir sur le bootcamp? Parce que justement, parce que tu parlais de la transition et je pense que, enfin, de la transition, de la transmission, je pense que justement, c'est très important parce que on parle des photographes, des artistes en général qui ont besoin de moyens et de conditions favorables pour concrétiser leurs projets. Oui. Mais en fait, c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut renforcer. Et justement, vous, la chaîne de valeur, c'est le bootcamp, il est là pour structurer cette chaîne de valeur. Exactement. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, on est bien sûr inégaux selon nos scènes en Afrique et surtout par rapport à la question de l'éducation aux universités. On n'est pas également doté si on a fait l'université de Cape Town ou celle de Casablanca. Donc, c'est important de pouvoir proposer un programme qui puisse répondre et qui puisse permettre à ces jeunes, là en l'occurrence c'est une population plutôt jeune, de se doter des outils nécessaires à la compréhension des enjeux, à la vision et bien sûr avec des skills beaucoup plus opérationnels, comment monter un business plan, comment faire un plan de com, enfin les outils basiques de la gestion de projet appliqués à la réalité de nos écosystèmes culturels, artistiques, au musée. Et en fait, tout ça, ce serait pour doter les institutions ou les entrepreneurs culturels dans nos pays de pouvoir vraiment les doter de doter ces structures, de leaders et pas simplement d'exécutants. Oui. Et ça, c'est vraiment une donnée importante parce que finalement, on n'investit pas assez dans la ressource humaine et ça, c'est un grand tort, je pense. Et ce serait important de continuer à former et pour construire finalement pour que cet écosystème soit durable, c'est ce qu'il faut renforcer. Oui, et qu'il soit bien structuré. Ben, merci beaucoup Myriam pour Merci à toi. ces éclairages très intéressants sur vos activités au Macal et à la Fondation. Et à très bientôt alors, à très bientôt au musée j'espère. Surtout, j'espère. Merci Myriam, merci infiniment.